Et bonjour, alors aujourd'hui j'accueille Chloé et on va parler maman, on va parler burn-out parental, mais ça concerne aussi toutes les mamans et aussi les papas, il n'y a pas de raison, en burn-out professionnel. Pourquoi? Parce que quand on est en épuisement, et qu'on a besoin de se reposer, de calme, de récupérer, de gérer ses angoisses, etc. Et qu'on a un, deux, trois enfants à la maison avec leurs besoins émotionnels, eh bien c'est un peu plus compliqué de passer ces phases-là. Parce que on peut pas être 100% focus sur soi et c'est pourtant ce que les médecins nous demandent. Alors c'est pour ça que j'ai invité Chloé en interview pour échanger justement par son expérience de maman et parce qu'elle accompagne les mamans en épuisement à la maison, quand on a beaucoup d'enfants, quand on a du bas âge, quand on a des TDAH, quand on a des enfants avec des besoins importants. Comment on fait quand on est en burn-out ou quand on est en épuisement pour arriver à gérer ça? Parce que soyons clairs, remonter le burn-out c'est bien, mais reprendre un travail, une charge de travail, les contacts avec les gens, avant que ce soit le calme à la maison et qu'on se sente bien à la maison, c'est un peu casse-gueule. Donc, on va essayer avec Chloé de voir un peu comment ça se passe. Donc, déjà, merci Chloé d'avoir répondu à l'invitation, Et à de toi. nous partager justement ton expertise et cette vision-là. Et donc, je vais te laisser te présenter. Et puis, en question de lancement, ma question, c'est comment, comment arriver à se reposer quand on est avec un calendrier de maman? C'est une question pas évidente. Moi, je suis donc Chloé. Je suis maman de deux enfants avec enceinte du troisième. Je suis experte en éducation équilibrée, donc j'aide principalement les mamans d'enfants en bas âge, donc qui ont des enfants entre 1 et 6 ans, à retrouver un équilibre dans leur vie de famille pour pouvoir être épanouies avec leurs enfants. Parce que c'est pas évident effectivement quand on a des jeunes enfants, comme tu le disais, avec des forts besoins émotionnels et puis même des besoins vitaux parce qu'ils sont dépendants de nous. Donc c'est pas évident de trouver un équilibre. Il y a la période du postpartum qui est pas évidente, de retrouver son identité de femme au-delà de l'identité de mère qui est un petit peu écrasante les premières années. Ouais, pour comment on fait quand c'est difficile, c'est d'apprendre déjà à prendre conscience de tout ce qu'on fait, parce que souvent, en fait, les mamas, elles ont tendance à voir tout ce qu'elles ne font pas dans leur quotidien. Hmm. Et il y a énormément d'injonctions, donc on leur demande un petit peu de retourner au travail comme si elles n'avaient pas d'enfants, et puis de s'occuper de leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Donc c'est super difficile en fait de retrouver un rythme, et souvent on s'impose énormément de choses, que ce soit à propos de nos enfants, donc de pouvoir subvenir à leurs besoins, mais d'une façon en 2025 où c'est très axé sur le bien-être de l'enfant, donc que ce soit au niveau de la nourriture bio, que ce soit au niveau des activités créatives manuelles, que ce soit au niveau des besoins émotionnels, de comprendre notre enfant, de l'écouter, de pouvoir rassurer notre enfant. Mais il y a aussi toute la partie intendance, donc s'occuper de la maison, reprendre une activité professionnelle. Généralement, nos priorités, elles changent un petit peu, donc c'est pas évident toujours. Il y a énormément de mamans qui se commencent à se poser des questions sur est-ce que le travail que je faisais jusqu'à maintenant, c'est ce qui me convient? Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner là-dedans? Parce que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que du coup, le temps où je vais être au travail, je vais pas être avec mes enfants. Donc il y a énormément de questions qui se jouent là. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est que les mamans, elles ont ce désir de perfection et de mettre leur curseur partout à 100. Donc le curseur Ouais. maison parfaite, bien rangée, mari, couple parfait, avec entente parfaite, corps, retrouver le corps qu'on avait avant, curseur à Ouais. 100%, euh, vie professionnelle, avoir une vie, une carrière épanouissante, vouloir vraiment avoir tous les curseurs à 100. Et ça, en fait, c'est pas possible. Et en plus, c'est épuisant. Et c'est ce qui mène justement au burn-out.
Ce que j'apprends en tout cas aux mamas, c'est à prioriser et à choisir certains curseurs qui vont être plus hauts que les autres et accepter qu'il y ait des curseurs qui soient plus bas. Mais en fait, c'est ce qui va vraiment être plus épanouissant parce qu'il y a des choses qui sont pas très importantes pour nous et ça, chaque personne est différente. Il y a des personnes pour qui, un espace bien rangé et propre, ça va être plus important que d'autres. Il y a des personnes pour qui l'aspect justement carrière va être plus important pour nourrir leurs propres valeurs. Et voilà, ça va dépendre de chacune. Donc, c'est à nous de trouver là où on a envie de mettre la priorité. Et là, en fait, aussi, on a envie de lâcher prise sur certaines choses qui sont moins importantes et pas forcément lâcher prise dans le sens de on fait plus rien, mais de pouvoir par exemple déléguer ou de faire d'une façon plus efficace, mais qui nous prenne moins de temps par exemple. Donc voilà, c'est ça l'idée vraiment. Ouais, ça me fait écho parce que justement, dans la manière d'aborder les choses, avec, avec mes mamans. Ouais. Elles sont mamans aussi. On travaille sur cette partie des domaines de vie. Ça rejoint exactement ce que tu dis, où il y a 8 domaines de vie. On peut pas faire les 8 en même temps. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que voir qu'il y a des vases communicants en fait entre chaque chose. C'est-à-dire que, ok, alors déjà, t'as le rôle de maman, cette casquette-là. Déjà, c'est pas ton identité, c'est un domaine de ta vie. T'as ta vie au travail, ta vie avec tes enfants, ta vie avec tes copines, ta vie avec ton mari, ta vie avec ta famille, etc. Toi, t'es au milieu de tout ça. Et aujourd'hui, voilà, dans la situation présente, là, c'est quoi le plus important? Et c'est vrai que dans ton contexte, c'est le plus important, c'est mon enfant. Ok, et le fait de bien t'occuper de ton enfant, déjà de commencer à remplir ce domaine-là, en fait, ça va se répercuter sur les autres choses qui sont importantes. Ça veut dire, tu vas te sentir mieux, tu vas être dispo pour ton enfant. Du coup, ça va rebondir sur le couple, ça va rebondir sur la famille. Du coup, ça va te nourrir et du coup, tu vas avoir de l'énergie. Et puis, quand les enfants sont grands et quand tu pourras déléguer, etc., peut-être que tu auras du temps d'abord pour les copines avant le travail. Et puis c'est ce qui va justement te nourrir pour que à la fin, quand il y aura encore plus de délégations, ou peut-être que du coup ta maman qui est maintenant mamie te prendra à l'enfant pour que tu puisses aller travailler. Peut-être que justement tu pourras prendre une nounou, etc. Mais faire une chose après l'autre parce que et trouver justement quel ordre prioriser pour que ce soit un peu plus dans l'harmonie des choses et dans le cadre de plus à propos de mes clientes, c'est d'abord c'est toi, c'est te retaper, c'est prendre soin de ta santé et déjà de te sentir bien chez toi. Donc Mm. avant même de penser à est-ce que je me reconvertis, est-ce que je me licencie, est-ce que je fais une rupture conventionnelle, est-ce que déjà t'es en arrêt, t'es en arrêt. Ouais, mais c'est très Ah difficile pour oui. une jeune maman de d'accepter en fait de prendre ce temps-là parce que comme on les incite à faire, à partir du moment où on fait, dès qu'on se pose, on a le mental qui arrive et qui nous pose Mm. un milliard de questions et du coup ça nous met le système nerveux un peu en panique avec plein de peurs qui surgissent et en fait c'est justement le moment où il ne faut pas prendre de décision, il faut juste se recentrer sur soi et accepter de prendre du temps pour soi et de revenir à ce qui est essentiel pour nous. Et voilà, le piège, c'est de se dire, du coup, j'en fais pas assez et je vais vouloir en faire plus, me trouver des nouvelles activités, être dans des nouvelles choses, alors qu'en fait, là, le but, c'est justement d'en faire le minimum pour pouvoir respecter son temps, son énergie. Et comme tu disais, ça impacte énormément tous les domaines. Et généralement, les mamas que j'ai, elles sont voilà, vraiment focus sur l'image qu'elles ont envie de renvoyer, d'être une bonne maman, donc de bien tenir ma maison, de rester active, de retrouver rapidement mon corps d'avant enfant, toutes ces choses-là. Et du coup, elles mettent souvent de côté certaines choses comme la vie de couple ou les copines, les sorties, etc. Et donc, en fait, ça les prive d'alliés parce que ce sont le couple, les amis, la famille, etc. Ça peut être des alliés pour justement les décharger du temps avec les enfants et de ce qui est très prenant au début. Et des fois, c'est comme ça qu'on tombe en fait dans un cercle vicieux où on s'isole sans le vouloir et en fait, on Complètement. reste dans quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne n'est pas épanouissant parce que on pense qu'on doit tout porter sur nos épaules et on pense qu'on doit tout faire parce qu'on sait le faire.
Alors qu'en fait, des fois, bah, suffirait de, voilà, d'embaucher une femme de ménage pour avoir un petit peu plus de temps pour soi, de faire appel à une babysitter ou à quelqu'un de la famille qui peut s'occuper. Mais ça demande aussi de savoir lâcher un petit peu le contrôle parce on est dans la survigilance, on a besoin de tout contrôler. Et c'est vrai que c'est un peu flippant au début de se dire, bah, est-ce que euh, si je m'occupe pas de mon enfant pendant une heure, c'est que je suis une mauvaise mère parce que j'ai l'impression que toutes les autres mères autour de moi s'occupent de leurs enfants H24. Elles font l'instruction à la maison et ça fonctionne très bien pour elles. Elles font le maternage proximal et donc elles sont en train d'allaiter deux enfants en même temps qu'elles sont en train de préparer les petits pots bio, en même temps qu'elles sont en train de créer des activités manuelles, etc. Et en On fait, nous, on a respire, l'impression mesdames, on que respire, tout va bien. c'est ça, c'est ça. C'est Il n'y ça, a pas c'est besoin, le... il n'y a pas besoin de Y a faire toutes pas ces besoin de choses-là. tout ça. Et on oublie souvent, tu vois, là, j'ai fait un challenge de 2 semaines pour des mamas. C'était un challenge self-care pour prendre 30 minutes pour soi dans la journée. Ouais, C'est extrêmement difficile pour ces mamas de ouais, s'autoriser à prendre 30 minutes pour elles dans la journée. Et encore, c'est pas forcément 30 minutes sans leurs enfants, ça peut être avec leurs enfants, mais vraiment pour prendre ouais. soin d'elles, c'est extrêmement difficile en Et fait. qu'est-ce qui rend ça difficile? C'est quelle croyance, quelle pensée au-delà du il faut, du il faut, du il faut, quand elles valident, quand elles veulent participer au challenge, c'est que déjà tout ça s'est passé et qu'elles se disent, bon bah ok, là je vais essayer. Le fait, quand elles arrivent au moment et qu'elles se rendent compte que c'est plus compliqué que juste la volonté et la décision, c'est quoi qui rentre en jeu et qui fait que bah, qu'on n'arrive pas à lâcher prise euh, et à prendre soin de soi, en fait. Qu'est-ce qui empêche que seule la volonté n'y arrive pas? Parce que le focus est fait maintenant avec l'éducation positive sur le bien-être de l'enfant. Donc on s'imagine, mais c'est vraiment des pensées qui sont inconscientes, on Hmm. s'imagine que à partir du moment où on pense plus à notre enfant et on pense à nous d'abord, bah, on est en On train de l'abandonne? traumatiser notre enfant. Parce que il a des besoins et qu'on doit répondre à tous ses besoins parce que c'est vrai que la première année de vie, maintenant on sait avec les neurosciences qu'il faut pas laisser pleurer un enfant, que ça peut être, Hmm. ça peut avoir des effets sur son cerveau, Ben, que justement, est-ce qu'il n'y a pas juste, trop de conscience scientifique, trop de connaissances qui font que on en oublie l'instinct, c'est pas l'instinct, mais l'intuition qui fait que de se dire bon bah là ça va en fait. Là il joue et en plus un enfant qui s'ennuie c'est sain, l'ennui pour l'enfant, il faut lui apprendre à s'ennuyer et à rien faire et à trouver des choses par lui-même plutôt que d'être toujours en sursollicitation. Donc du coup est-ce que c'est pas le piège de trop de livres, trop d'infos, trop d'injonctions, la mère parfaite, il faut que l'enfant soit parfait, sinon ça va faire des troubles de l'attachement, ton enfant il va échouer dans la vie parce que du coup et nanana. Et est-ce que ce serait pas justement de reprendre confiance en sa qualité d'humain qui est capable d'identifier le besoin de l'autre, chose qu'on sait très bien faire naturellement avec des adultes. Et si on sait le faire avec les adultes, on sait le faire avec les enfants, en fait. bah, c'est vrai que l'information en soi, elle est très bonne. C'est bon d'avoir de l'information. Après, il faut qu'elle soit mise dans le bon contexte. Et ça, c'est souvent, il y a une confusion qui est faite à ce niveau-là. Et il y a aussi, en fait, nos propres blessures qui viennent jouer parce que la plupart des mamas que j'accompagne ont été élevées, en fait, dans une sorte d'extrême où on n'écoutait pas leurs émotions, où on n'a pas passé suffisamment de temps avec eux, où l'attention n'était pas portée sur eux spécialement. Donc, elles ont souffert de ça et donc elles n'ont pas envie de reproduire ça. Donc effectivement, c'est quand elles agissent dans la peur de transmettre ces blessures à leur enfant, bah, des fois elles vont dans l'extrême opposé, Mm. quitte à s'oublier, quitte à se négliger. Et en fait, c'est pas non plus sain pour l'enfant parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, un enfant pour se développer, il n'a pas juste besoin de sa mère, il a besoin d'être entouré d'autres adultes pour pouvoir aussi avoir des modèles éducatifs qui soient pas exactement toujours le même.
bien évidemment que le modèle éducatif soit bienveillant, mais en fait, des différences éducatives, ça va pas poser de problème. Au contraire, les enfants s'adaptent très rapidement. Les enfants ont aussi besoin d'être au contact d'autres enfants, pas spécialement pour une histoire de sociabilisation, mais pour apprendre d'autres choses. De Souvent, différence. quand il y a un aîné déjà dans la famille, et ben les enfants les plus petits apprennent beaucoup des grands et les grands peuvent Mm. aussi apprendre des petits, peuvent prendre d'autres rôles, d'autres aspects qui vont apprendre et que ça va être très porteur pour eux en fait. Mais c'est vrai que comme on est dans ce surcontrôle de notre enfant et qu'on est focalisé entièrement sur notre enfant, on en oublie une donnée qui est essentielle, c'est que pour que notre enfant soit épanoui, ben, c'est aussi le modèle qu'on donne de nous à comment on est épanoui. Euh, et en fait, on est dans cette image de la mère sacrificielle et on a du mal à s'en détacher. Et en fait, Mm. il faut à un moment donné se poser la question de quelle image j'ai envie de renvoyer à mon enfant? Est-ce que j'ai envie de renvoyer l'image d'une personne qui est négligée, qui prend pas soin d'elle, qui répond à tous les besoins de son enfant? Et au final, d'un côté neurosciences, oui, laisser pleurer un enfant, c'est pas bon en soi, mais là on parle du nourrisson. Quand un enfant a 9 mois, 12 mois, qu'il exprime une émotion, le but c'est pas d'enlever l'émotion, c'est pas de la retirer, mais c'est de l'accompagner. Donc ça c'est différent en fait. Et Ouais. il y a une confusion qui est faite à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai beaucoup de mamans qui ont des enfants de 3 4 ans qui ne les laissent pas pleurer 2 minutes parce que pour elles, en fait, ça va créer des dommages dans leur cerveau, alors qu'il n'en est rien. Le fait de pleurer, c'est juste extérioriser, évacuer une émotion intense qui est ressentie. Et le but, c'est pas d'éviter les pleurs, c'est juste d'accompagner, de montrer qu'on peut être là et que on va aider notre enfant à réguler cette émotion-là. Mais c'est vrai que comme nous, on nous a pas appris étant petites, bah, elles savent pas forcément faire. Ça leur renvoie en fait de voir leur enfant pleurer à leur propre détresse quand elles, on les a laissées pleurer toutes seules dans leur chambre quand elles Ouais. étaient petites, sans écouter leurs émotions. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'elles rentrent dans ce cercle vicieux. Et quand on fait un petit pas en arrière et qu'on leur dit, mais du coup, quand vous allez prendre plus soin de vous et que justement, je leur montre avec le challenge comment juste 30 minutes pour elles sans penser, parce que en fait, souvent, elles ont l'impression de prendre du temps pour elles, de se dire, OK, là, je vais me prendre 30 minutes pour moi, mais en fait, pendant les 30 minutes, elles sont en train de penser à qu'est-ce que mon enfant est en train de faire, est-ce que la personne qui est en charge va bien s'occuper de mon enfant, qu'est-ce qu'il va falloir que je lui achète après, et la liste de courses, et le prochain vaccin, etc. Donc, en fait, leur système nerveux, il n'est pas du tout en train de se réguler, il est toujours en activité. Ah, c'est au taquet. Ce qui fait qu'en fait, elles prennent mal du temps pour elles et c'est pas du tout ressourçant pour elles. Donc forcément, c'est encore plus culpabilisant parce qu'elles sont pas, elles ont passé moins de temps avec leur enfant et elles sont pas plus ressourcées pour autant. Quand elles apprennent à vraiment prendre du temps pour elles sans penser à leur enfant, en leur expliquant qu'il va rien se passer de plus si elles ne pensent pas à leur enfant pendant ce moment-là, elles reviennent, elles sont beaucoup plus épanouies elles-mêmes. Ça se ressent, elles passent du meilleur temps avec leurs enfants et c'est ça que justement moi, c'est le message que j'essaye de faire passer aux mamas, c'est le temps, en fait, il faut le voir en termes d'énergie. Et c'est sûr que Mm. on n'a pas besoin de passer H24 le temps avec son enfant. C'est vraiment le temps de qualité qui va compter. Et quand on sait qu'on a du temps pour se ressourcer, bah, le temps qu'on va passer avec nos enfants avant de se ressourcer va être de meilleure qualité parce qu'on sait que après on va prendre du temps pour soi. Quand on prend notre temps pour soi, après on est plus ressourcé et donc c'est encore du temps de qualité qu'on passe après avec nos enfants parce que on est ressourcé et que on est beaucoup plus calme, beaucoup plus patiente. Les mamas souvent que j'accompagne, leur but c'est je vais être plus patiente, je vais être plus patiente. Mais la patience en fait, c'est pas quelque chose c'est pas une compétence qui s'acquiert en fait. La Ouais. patience on l'a quand on a pris soin de nous, quand on a répondu à nos propres besoins. Et souvent, c'est des besoins vitaux. Et c'est pour ça que j'explique souvent que c'est hyper bénéfique de s'inspirer des mecs parce que mine de rien, les mecs, quand ils se réveillent, qu'ils ont des enfants ou pas, s'ils ont envie de pisser, ils vont aller pisser d'abord, même si leur enfant est en train de pleurer. Une maman, elle va faire passer ses besoins vitaux quand même d'aller aux toilettes. Après, elle va se retenir, elle va d'abord s'occuper de son enfant et ensuite, quand elle va y repenser, quand ça va être vraiment être une urgence, elle va se dire, Ah, OK, c'est je vrai, vais ma aller aux vessie est toilettes. pleine. Voilà. Et elle va des fois embarquer son enfant avec pour l'emmener, alors qu'en fait, un enfant qui reste 2 minutes au salon pendant qu'elles vont aux toilettes, c'est pas un Tout va problème bien. en soi. Mais c'est vrai Mm. qu'on en oublie et c'est vraiment d'être dans le quotidien, toujours dans ce quotidien où dès le matin, il y a notre enfant à s'occuper jusqu'au soir et parfois
l'accompagner aussi à l'endormissement, on n'a pas nos soirées, etc. Ce qui fait qu'en fait, ben, on est la tête dans le guidon et on n'a pas suffisamment de recul pour voir en fait ce qui est bon à la fois pour nous, à la fois Mm. pour notre enfant. Et je pense aussi, tu vois, avec cette idée, tu vois, qu'on a eue depuis toute petite de il faut travailler dur pour avoir quelque chose, il faut que ça se mérite, il faut vouloir, il faut vraiment souffrir pour obtenir quelque chose. Bah, des fois, on se dit, mais là, c'est trop simple en fait. Si moi, je m'accorde Ouais, du temps pour moi, si j'arrive à je l'ai trouver eu des ça. techniques de coopération pour mon enfant, c'est, je dois galérer en fait. Je devrais galérer pour avoir quelque chose, Ah ouais. tenir ce temps Alors là, tu vois, avec ça me l'enfant. parle complètement parce que Ouais. dans ma vie, j'ai eu un choix à faire à un moment donné. Et bah, c'était pour mon départ à La Réunion. C'était soit je gardais mon contrat de travail et j'étais emprisonnée dans mon corps, dans mes douleurs et dans le contrat pendant 20 ans sans perspective d'évolution, mais j'avais un contrat de travail, si tu veux. Et donc c'était sécurisant, mais difficile. Soit je me délestais de ce contrat de travail, je prenais soin de ma santé et je partais à La Réunion. Et là, ma mère, je lui dis, j'ai fait, mais franchement, je sais pas, parce que tu vois, le plan de La Réunion, mais c'est tellement simple, tellement Mm. facile, c'est pas normal. Ça paraît trop beau pour être C'est pas, vrai, ouais. ouais, c'est pas, c'est quoi la difficulté que je vois pas, en fait? Elle Ouais. m'a dit, non, mais des fois, c'est parce que c'est simple que c'est le bon chemin, ma fille. Et là, c'est comme si elle me validait un truc, en fait. Parce que, bah, Ouais. certainement, comme tu dis, c'était, faut travailler dur, c'est difficile, donne-toi du mal, il faut que ce soit parfait, on attend ça de toi, et du coup, t'es dans le truc, t'es dans le truc. Et comment tu décris justement tout ça? C'est vraiment, en fait, l'impression que ça me donne, c'est vraiment que du lever au coucher, tu vis dans la peur H24 Ouais. au point que tu es toujours en fait en réponse émotionnelle. Donc la patience, tu peux pas l'avoir si tu es en réponse émotionnelle permanente, dans l'anticipation du futur, du présent, tout en étant dans des croyances et des peurs du passé qui viennent se rajouter dans ton mental. Non, mais tu vas pas faire ça quand même. Bah si, bah non, oh merde. Bon, je fais quoi? Et du coup, t'es toujours là-dedans. Et là, je pense au surrénal, tu vois, t'es toujours dans ton adrénaline, toujours dans ton cortisol. Et tu veux chercher à aller dans cette image de la maman qui est bien, qui est patiente, qui est épanouie, qui aime son enfance, enfin, genre la pub Disney, quoi. Tu sais, même Nestlé, avec les dents blanches et tout. Mais c'est pas la réalité et l'enfant, il n'a pas autant de besoins que ce que l'on nous dit, en fait. Comme tu dis, c'est la qualité du moment qui va faire que si on se remet nous et qu'on essaye de se rappeler de nos souvenirs de 0 à 6 ans, donc on va avoir les souvenirs des gros traumas pour celles qui l'ont vécu. Mais c'est des portions de vie que tu as. Tu n'as pas le souvenir de toute une journée. Tu as le Mm. souvenir de ce repas avec Tantine, tu as le souvenir de cette sortie où tu as découvert le singe et l'orang-outan au zoo. C'est ça qui est important en fait pour l'enfant. Et ça, c'est ça qui lui fait ses marqueurs. Et ce qui fait que ça marque en souvenir positif, c'est parce que toi, dans ces moments autres que ça, tu vas aussi prendre soin de toi, sortir de cette peur du mal faire, et c'est ce qui va te rendre cette mère dans l'image que tu te mets dans ces moments-là importants pour toi. Ces 30 minutes par jour, ça paraît tellement rien comparé à tout le stress et tout ce que l'on s'inflige en sacrifice mental, en auto-sabotage, en auto-douleur, qu'on n'est pas assez, qu'on fait pas assez, etc. Et c'est vrai qu'avec les amis que j'ai qui sont mamans, j'ai l'impression aussi que c'est un peu, enfin, nouveau entre guillemets dans notre génération, c'est qu'on vit chacun dans nos appartements. Il n'y a plus de maison familiale. Il n'y a plus de contact avec les voisins. Ça, je me le suis pris un peu dans la tête de mon retour de la Réunion, où à la Réunion, c'est voisins, voisines, mémé, pépé, tiens, j'ai les mangues, tiens, j'ai les machins. Je suis arrivée là, tout le monde est enfermé dans son appartement. Mm. Et il faut un temps pour que les portes s'ouvrent. Et du coup, quand t'es maman, en fait, t'es enfermée avec ton problème, avec qui y a dans ta tête, avec ton bébé, avec tes murs. Et dans cette croyance que si tu demandes de l'aide, ça voudra dire que tu n'y arrives pas et que t'es pas faite pour ça. Et Mais ça, en fait, complètement. c'est ce que tu crois.
C'est ce que Mm. tu crois pour en parler avec des amis qui sont mamans, parce qu'en fait, c'est le moment où tu vas me demander de l'aide parce que tu es épuisé, que je vais avoir envie de t'aider et de dire waouh, chapeau. Mais c'est sûr, en fait, si on communique pas qu'on a besoin d'aide, en fait, on est dans une société, c'est ce que je dis toujours, en fait, on essaye d'éduquer nos enfants d'une façon qui est très retour aux sources, voilà, maternage proximal, avoir toujours une présence pour l'enfant, etc. Ça, c'est très bien quand on a le village à côté. Il faut un village pour élever un enfant. Donc, c'est super bien, sauf que là, on n'est pas comme en Afrique où moi, j'ai voyagé avec ma fille quand elle avait 1 an en Afrique. Oui, j'ai vécu ma meilleure vie. Ma fille était tout le temps portée à dos de quelqu'un, d'un voisin, d'une voisine, de personnes qui s'en occupaient, de personnes qui la changeaient, qui lui donnaient le bain, etc. Et donc, les moments que je passais avec ma fille, bah, ils étaient choisis parce que c'était limite, elle me manquait, alors que bah, j'étais quand même présente, mais parce qu'il y a ce village-là. Là, on n'est pas dans une société où on a ce village. Mais on peut demander de l'aide et souvent c'est difficile en fait de faire ce pas-là parce qu'on s'imagine que on n'a pas l'autorisation de la demander, cette aide, sauf que si on la demande pas, mais même pour nos propres parents, des fois, ils osent pas nous proposer de l'aide parce qu'ils pensent que on préfère rester dans cette situation-là parce que c'est parfois aussi difficile de confier notre enfant à quelqu'un. C'est une question de confiance, de contrôle, etc. Et à partir du moment où on fait ce premier pas, dans les mamas que j'accompagne, des fois, je leur dis, demandez, même si c'est pas pour s'occuper de vos enfants, demandez à une voisine de faire un échange de services. Par exemple, c'est elle qui va cuisiner une fois, donc au lieu de cuisiner tous les jours le même, enfin ses repas, elle va cuisiner une fois pour aussi ta famille et une fois ce sera toi. Donc au lieu, donc ça va te soulager déjà de la préparation d'un repas par semaine et toi en fait tu vas préparer un autre repas dans la semaine en plus grande quantité, donc ça va pas te changer en charge de travail, ce sera exactement la même chose. Mais du coup, tu auras une fois de plus, un jour dans la semaine où tu n'auras pas à cuisiner. Ça va déjà te décharger de certaines choses. Pareil, il y a des personnes qui ont eu des enfants. Qui ont des enfants qui sont plus âgés et ça leur manque de porter des enfants en bas âge qui seraient contents de pouvoir venir porter ton enfant pendant 1 heure par-ci par-là et que ça les dérangerait absolument pas. Et toi, ça pourrait te soulager de tes bras parce que c'est sûr que quand tu dois porter ton enfant du matin au soir quand il est tout petit, bah, des fois, en fait, tu es juste épuisé et ça t'arrangerait bien d'avoir 1 heure des bras de quelqu'un Parce que, d'autre qui ne change j'avais absolument ma rien, quoi. sœur, elle avait les trucs de tendinite, là, elle a porté avec les machins parce qu'elle pouvait plus. Le sein, le dos, ouais, C'est ouais. épuisant. C'est épuisant. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que demander de l'aide, en fait, c'est vraiment une force, surtout dans notre société. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui oublient, mais quand on a beaucoup d'enfants, généralement, bah, on a une fille au père qui est à côté. Les personnes ne le disent pas forcément. Moi-même, j'habite avec on a un studio dans ma maison où on héberge une personne qui n'a pas d'enfant et qui a 30 ans et qui est ravie de s'occuper de mes enfants de temps en temps. Et en fait, tout le monde y trouve son compte parce que cette personne-là n'a pas d'enfant, mais elle adore être au contact des enfants, donc elle peut profiter de passer Mhm. du temps de qualité avec mes enfants. Moi, ça me décharge pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir prendre du temps pour moi ou pour pouvoir travailler. Et au final, les enfants sont contents parce qu'ils ont une figure de plus d'attachement et tout se passe bien en fait. L'enfant n'a pas besoin d'avoir une seule figure d'attachement et au contraire, c'est hyper bénéfique pour lui d'avoir d'autres personnes et de se sentir aimé par d'autres personnes. Carrément. Ah ouais, non, mais carrément, c'est super important ce que tu dis, cette notion de village. Je le voyais pas aussi grand, mais c'est complètement ça. Moi, je voyais vraiment la famille. T'as ta papy, ta mamie, ta tonton, ta tata, ta cousin, ta cousine. On se garde entre nous, entre l'aîné et le petit. Alors c'est sûr, ça se fight. L'aîné, il te saoule, il te dit quoi faire, il fait l'autoritaire et tout. Mais voilà, ça crée des souvenirs, ça crée des liens. Ça t'apprend aussi à gérer le relationnel. Ça t'apprend la diversité des gens, des comportements. Ça apprend aussi à ton enfant qu'il n'y a pas qu'une seule manière de couper la viande, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de saler ta salade, qu'il n'y a pas une seule manière de faire la vinaigrette. Tous ces trucs basiques en fait. Et puis, chaque personne a des compétences différentes. Enfin, moi, je sais que, par Carrément. exemple, je ne fais pas de vélo. C'est pas moi qui vais apprendre à mes enfants à faire du vélo. Par contre, leur tonton est super content de leur apprendre à faire du vélo. Donc, en fait, je me dis toujours, les moments qui passent pas avec moi, mes enfants, ils sont en train d'apprendre
apprendre des choses que moi, je ne leur aurais pas appris dans tous les cas. Donc, ils sont en train de développer des compétences, même quand ils vont à la crèche, à l'école, ils apprennent des choses, des activités créatives que je suis vraiment nulle pour ça. Et ben, en fait, ça leur permet de passer un moment pour développer des compétences que moi, j'aurais pas pu leur apporter. Donc, c'est aussi bon pour eux et c'est bon pour moi, puisque moi, ça me permet de prendre du temps pour moi et de m'épanouir. Et en fait, de me dire, souvent, comme on est tellement focus sur notre enfant, donc on regarde que notre enfant, mais on oublie de penser à l'image que nous, on a envie de renvoyer à nos enfants. Et si on a Mm. envie de renvoyer l'image d'une personne épanouie, ben, c'est à nous. Il n'y a que nous qui pouvons offrir à nos enfants une maman heureuse. Il n'y a personne qui va pouvoir participer à notre bonheur, à part nous, mais il faut le décider. Et c'est vrai que souvent, on ne s'autorise pas, c'est une question de valeur. On s'imagine qu'on n'a pas suffisamment de valeur et qu'on ne mérite pas, alors qu'en fait, à partir du moment où on se dit, je m'autorise en fait à être heureuse, et ben, ça se ressent directement et c'est un effet vraiment direct. Je le dis tout le temps aux mamans. Prenez soin de vous une demi-heure et vous verrez vos enfants, ils vont être plus cool avec vous. Et c'est pas parce que X ou Y, c'est juste parce que bah, ils vont vous voir épanoui et que ça va en fait, c'est un effet miroir. Ils ont les neurones miroirs, Mm. eux, et donc bah, tout de suite, en fait, les émotions sont contagieuses. Donc si on est stressé, à bout de nerfs, etc., on peut pas en fait On aura des enfants participer à leur stressés à épanouissement. bout de nerfs. Voilà. Et après, on Et leur du transmet des angoisses. Et après, ouais. c'est un cercle vicieux où on se dit, mince, il est angoissé, va falloir que je sois encore plus présente, etc. Et Alors du qu'on coup, n'est pas des... t'angoisses de l'angoisse que tu as toi-même créée par ton stress sans même le savoir, parce que bien sûr, tout ça est inconscient. Du Ouais. coup, en fait, là, si là, les mamans, elles nous écoutent, la première chose à faire, là, tu vas me dire si tu es OK avec ça, ce serait encore de, quitte à se cacher dans les chiottes, si vraiment c'est difficile de faire autrement, quoique pour l'avoir expérimenté, il s'en fout, il tape à la porte, hein, mais de se cacher Ah. dans un coin. Question de se poser, de se mettre un peu la musique douce pour calmer tout ça et vraiment de se poser devant une feuille et d'écrire ou de dessiner euh, quelle mère j'ai envie d'être pour mon enfant, quelles valeurs j'ai envie de lui transmettre et comment je peux faire pour incarner ces valeurs. Parce qu'en fait, une fois que tu incarnes les valeurs que tu veux donner à ton enfant, c'est même plus un devoir, un exercice, un truc à faire. Si tu veux incarner le calme, tu sais que que c'est en devenant calme à l'intérieur de toi que tu vas montrer à ton enfant ce que c'est d'être dans le calme. Moi, j'avais une maman hyper stressée et je sais que j'ai dû me défaire de l'image que le stress c'est normal. Et j'ai commencé sur des tâches à la con, c'est-à-dire quand je fais les courses, quand je pousse mon caddie, je le fais dans le calme. Ça sert Mm. à rien d'être comme ça sur ton caddie, putain, les pattes, il y a plein de marches, je fais quoi? Non, tu peux te faire ça dans le calme. Et du coup, incarner ce que tu aimerais transmettre à ton enfant. Si tu veux lui transmettre si tu veux lui transmettre l'empathie, la relation aux autres, c'est faire bah, comme fait mon voisin avec son fils. Quand je le croise, son père l'aide à créer la discussion. Donc son père, il me dit bonjour, je réponds bonjour, donc il voit que je suis réactive. Il dit bah voilà, Timothée, si tu veux, dis bonjour, oui, bonjour. Et tout, je fais comment tu t'appelles? Je m'appelle Timothée. Et puis là, du coup, son père, il renchaîne, il dit et elle, comment elle s'appelle? Ah oui. Et vous, comment vous vous appelez? D'accord, je sais, ah, Timothée, t'as quel âge? Et comme ça, on crée et il apprend en fait à créer des discussions. Tout ça parce que le parent l'incarne. Il lui fait pas un exercice d'un bouquin en étant dans le stress, en disant, il faut que je le fasse parce que on m'a dit qu'il fallait le faire. Non, c'est que là, je réponds à une valeur de ce que moi, je veux transmettre à mon enfant. Est-ce que Ouais, c'est c'est ce ça que... la clé? Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Soyez la personne que vous avez envie que votre enfant devienne. Si vous avez envie d'être, que votre enfant il soit cool, confiant, responsable, eh ben, soyez cette personne-là. Et c'est vrai que c'est un travail à faire sur soi. Et souvent, en fait, on part de là. Parce que les personnes qui me contactent, souvent, c'est j'arrive pas à me faire respecter, mon enfant ne m'écoute pas, il fait beaucoup de crises, je sais pas comment faire, etc. Ok, là, on va stopper le focus sur notre enfant, 2 minutes, on va mettre le focus sur soi et voir exactement quelles valeurs on souhaite transmettre à notre enfant. Et plutôt que d'essayer de les inculquer par l'enseignement,
on va faire par montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, parce que, on le dit, mais c'est vraiment ça, c'est les enfants, ils apprennent par nos actes plus que par nos paroles. On a beau leur dire, il faut être gentil, si on est en train de leur gueuler dessus toute la journée, ils vont pas apprendre la gentillesse, qui au passage est déjà en fait une compétence qui est innée chez eux. C'est juste qu'ils n'ont pas les codes des bons ou des mauvais comportements. Mais voilà, à partir du moment où on va montrer l'exemple et être cette personne-là et éduquer en conscience, c'est-à-dire avec la confiance que ça va venir avec le temps, parce que c'est des apprentissages et c'est comme tout, je le dis souvent en AMA aussi, moi j'ai pas appris, j'ai vécu au Japon 1 an, j'ai pas appris le japonais en 2 semaines. C'est avec la répétition que j'ai appris à parler ou à écrire le japonais. Et ben c'est pareil pour des enfants, on oublie souvent, ils apprennent très vite, mais il y a quand même une notion de répétition. Donc plus on va être calme avec nos enfants, ben, plus ils vont pouvoir développer des compétences pour être eux-mêmes calmes. Si on est toujours en train de crier, après qu'on s'étonne pas qu'ils soient toujours en train de crier. Effectivement, même si on est toujours calme et qu'on crie jamais, ils vont avoir des moments où ils vont crier, mais c'est à nous de les Ouais. guider. C'est normal, c'est les émotions. On va pas, c'est de l'émotion à réguler. C'est normal qu'ils crient, c'est normal les caprices, c'est normal qu'ils pleurent, c'est normal qu'ils se mettent en colère, c'est normal qu'ils fassent des bêtises, c'est normal qu'ils nous testent, c'est normal qu'ils poussent les limites, c'est normal qu'ils cachent la clé qu'on cherche depuis 3 heures parce qu'ils jouent. Tout ça, c'est normal. On vit pas dans, voilà, je veux dire, même le Cosby Show, il y avait ces trucs-là. Pour ceux qui ont connu le Cosby Show, je viens de me prendre un coup de vieux. Je dis la fille, elle a 25 ans, elle sait pas de quoi je parle. Si jamais la personne elle connaît, de quoi elle parle, Cosby Show? Voilà, demain est un autre jour. Euh, donc ouais, non, c'est vrai qu'on répond pas à ces choses-là. Et je sais plus où je voulais en venir. Du coup, je me suis plantée toute seule avec le Cosby Show. Oui, Donc ouais, c'est normal qu'ils aient toutes ces émotions-là et que nous, ben, on les apprenne. Et ce que j'ai aimé, ouais, c'est sur ça que je voulais revenir, sur cet effet miroir. Donc j'ai une de mes clientes qui est maman, qui justement a une coach pour les enfants, pour leur apprendre à décharger tout ça, parce qu'elle sait pas le faire, donc elle apprend aussi en même temps que ses enfants. Et ouais. nous, on travaillait la cohérence cardiaque. Donc tu vois, c'était même pas 30 minutes que je lui demandais, c'était 5 minutes. 5 minutes, ouais. Mm. Et du coup, il y avait sa petite, elle voyait sa mère faire et elle voyait bah, du coup que sa mère elle était beaucoup mieux après, tu vois. Du coup, elle dit bah viens et du coup, elle a fait ça avec sa fille. Et après, elles sont rentrées un peu dans le jeu de la méditation derrière. Et une fois, elle m'a raconté, sa fille, elle était en colère. Elle a dit non maman, là, je suis en colère, je vais bouger, je vais méditer et je reviens après pour en parler. Et là, elle m'a dit, quand ma fille elle m'a dit ça, j'ai fait waouh, elle vient de me donner une leçon en fait là. Ma C'est fille vient de ça. me donner une leçon. Mais c'est ce que j'explique. Souvent, en fait, on se sent nul et on se dit, en fait, les mamas, elles essayent de contenir toutes les émotions, en fait, toute la journée, elles essayent d'être patientes. Donc, en fait, elles ne s'autorisent pas à être en colère, etc. Et ce que je répète tout le temps, c'est le Ah non, ça vient de planter. pas une émotion négative en soi. On a Attention. tout le droit de ressentir de la colère. Maintenant, c'est de montrer justement à notre enfant, par l'exemple, comment nous, on gère notre colère. Et en fait, plus on va être théâtral dans notre façon de souffler, de serrer les poings, de froncer les sourcils, etc., plus notre enfant va comprendre ces codes-là et va pouvoir nous exprimer sa colère de cette façon-là, parce qu'il va voir que on n'est pas en train de tout casser quand on est en colère. Pareil, si on ressent de la tristesse, on a le droit de pleurer devant notre enfant. Ça ne va pas le traumatiser. Ça va juste lui montrer que c'est une émotion qui est OK de ressentir la tristesse et que voilà, pleurer, c'est une façon d'évacuer sa tristesse et que lui aussi, il a le droit de pleurer. En fait, c'est hyper important et c'est hyper sain de montrer que qu'on accepte toutes les émotions, mais il va falloir Mm. accepter les nôtres. Et en fait, comme elles n'ont pas été acceptées quand on était petite, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est très Et c'est compliqué. pour ça que je dis le rôle de montrer le modèle parfait, ça n'est pas sain pour notre enfant parce qu'en fait, ça lui met la pression, lui, d'être parfait et personne n'est parfait. C'est le propre de l'être humain d'être imparfait, de faire des erreurs et de montrer que tout le monde a le droit de faire des erreurs, même les parents, même les mamans font des erreurs, même nous, des fois, on crie sur notre enfant. L'idée, c'est de réparer avec notre enfant, de lui montrer qu'on n'est pas parfait, mais juste de montrer un modèle équilibré, en fait. C'est ça. Ah ouais, non, complètement. Et puis par rapport à cette tristesse, c'est justement là, comme tu dis, c'est montrer qu'on pleure et les rassurer dans le fait qu'ils sont pas responsables de ça, ne pas leur faire porter le poids, c'est tout ce qu'il y a à Complètement. faire. Il faut pas Complètement. cacher l'émotion, c'est juste dire, bon ben voilà, là je suis en colère, c'est pas par rapport à toi, par contre j'ai besoin de l'évacuer, donc c'est ce que tu vois, mais c'est pas toi.
Ok, donc maman, elle va traiter sa colère, mais voilà, et c'est vraiment dissocié, parce qu'en fait, notre peur de montrer nos émotions, c'est au-delà de la pudeur, d'être vulnérable, etc. Quand on a eu un certain profil de parents, c'est qu'on n'a pas envie que l'enfant le prenne pour soi et le porte. Donc, on va se surcharger d'un truc qui n'est pas utile, parce qu'il suffit juste de dire à l'enfant, c'est normal et ça n'a rien à voir avec toi. Et Ouais. je vais m'occuper de mon truc et je t'aime toujours et tout va bien et maman elle va revenir, sa tristesse elle va passer et puis après ben, quand il grand puis en plus tu lui apprends en même temps à exprimer les émotions, c'est juste trop bien. Et quand il va Oui, grandir, tu vas même pouvoir comment lui dire ben voilà maman elle ressent de la tristesse parce que là elle a eu un appel qui lui a bah, que ça n'a pas été une super nouvelle et bon bah elle va digérer un peu son truc et parce que tu vois avec les adultes que j'ai c'est un travail de séance que d'identifier l'émotion et de comprendre pourquoi est-ce qu'on la ressent. Tu vois, ça, j'ai découvert. Je pensais pas. Pour moi, je pensais être la seule, en fait, à pas avoir eu d'éducation émotionnelle. J'ai appris ça dans mes formations, mais en fait, on est ouais. toutes comme ça. On sait pas ce qu'on ressent et on sait pas pourquoi. Je culpabilise. Tu culpabilises de quoi? Ben, je culpabilise parce que je me sens pas une bonne mère. Qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas une bonne mère? Et là, tu creuses. Et en fait, non, je culpabilise parce qu'en fait, quand je fais ça, j'ai l'impression d'eux alors que j'aimerais. Ouais. Ok, maintenant, on sait sur quoi on est. Et Ouais. c'est dur. Souvent, elles confondent les mamans la culpabilité parce que j'explique toujours en fait la culpabilité quand on ressent de la culpabilité, c'est que on n'est pas aligné à une certaine valeur. Par exemple, si je vole dans un magasin et que ma valeur c'est de ne pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, je vais ressentir de la culpabilité d'avoir volé dans ce magasin. Par contre, si j'ai crié sur mon enfant et que ma valeur c'est de l'éduquer dans la bienveillance, je ressens de la culpabilité parce que c'est pas aligné à mes valeurs. Par contre, si je Mm. prends soin de moi, je ressens pas de la culpabilité. C'est la peur de ressentir de la culpabilité, mais je ressens pas de la culpabilité parce que c'est aligné avec mes valeurs de prendre soin de moi pour bien prendre soin de mon enfant. Donc souvent déjà, rien que le fait de la notion de culpabilité, il y a beaucoup, les mamans confondent beaucoup en fait, ressentent, plus elles ressentent de la culpabilité, plus elles vont ressentir de la culpabilité. Alors des fois, c'est pas toujours de la culpabilité, mais c'est aussi en fait qu'avant, comme leurs émotions n'ont jamais été écoutées, elles pensent qu'elles sont l'émotion. On dit je suis triste. Ouais. Non, en fait, je Non, ressens tu de la ressens. tristesse. Et ce qui est totalement différent, une émotion vient, part, etc. Elle s'évacue, elle vit en nous, mais ensuite on la traverse tout simplement. Et c'est un apprentissage, effectivement, dans mon programme. C'est un énorme module que Ouais. d'apprendre à réguler ses propres émotions. Et c'est ce que je dis souvent, elles ont l'impression d'être nulles parce qu'elles disent, mais moi, j'ai pas appris. C'est une super chose. Tu vas apprendre en même temps que ton enfant. Et c'est comme Et c'est si voilà, t'as génial. pas fait de vélo, bah, tu vas pouvoir montrer à ton enfant justement les gamelles que tu vas te prendre en même temps que lui parce que bah, ça arrive des T'apprends. loupés et que c'est comme ça que vous allez progresser ensemble et c'est comme ça que vous allez apprendre à gérer vos émotions ensemble, sachant qu'un enfant, bah, il a vraiment aucun code pour ça parce que il est dépourvu de la gestion émotionnelle parce que son cortex préfrontal n'est Mm. pas développé et que c'est la partie qui permet de d'analyser, de ressentir et euh, d'observer ses émotions en fait et lui il a pas ça, il vit dans l'instant présent l'enfant donc c'est très difficile donc c'est quelque chose qui se développe avec plus de temps pour lui et nous on a cette capacité là de le faire et donc c'est super de pouvoir apprendre à faire ça et de se détacher en fait toujours. Moi je détache le comportement, la personne et l'émotion. Ah oui, Je suis c'est une bonne la base. personne. Ah bah oui, Ça, c'est moi, mon être. Je ressens de la colère. Ça, c'est l'émotion. Et je tape quand je suis en colère, quand je suis un enfant. Ça, c'est le comportement. On peut changer c'est le ça. comportement. On peut apprendre à traverser l'émotion. On reste toujours une bonne personne. Ah oui, c'est complètement ça. Notre comportement ne nous définit pas. Puis surtout qu'on C'est ça. on a été éduqué comme ça. Tu exprimes une colère, ah ma fille, t'es colérique. Non, je suis pas C'est colérique. ça. Je ressens de la colère en vrai. Mais il faut être Mhm. adulte pour arriver à répondre ça à sa mère, parce que quand t'es petit, ah bah si tu dis que je suis colérique, c'est que c'est vrai. Ah bah si tu dis que j'ai mauvais caractère, c'est que c'est vrai. Parce que t'as ce besoin ce besoin de miroir, de validation. C'est aussi un instinct de survie, hein, de pas être rejeté, Oui, donc d'être oui, accepté du parent. Mais maintenant qu'elle a toutes ces consciences, c'est voilà l'importance en tant qu'adulte, en tant que parent, d'être dans sa capacité de dire à l'enfant, oh, tu ressens de la colère. Plutôt que ouais. tu es en colère, non, tu la ressens. Et ça va lui créer en plus dans sa formation ce détachement que nous, on apprend avec un cerveau un peu plus lent parce qu'il est un peu plus vieux. Lui, il est juste en train d'être modelé, donc c'est juste parfait.
T'as un rendez-vous après, donc on Oui, pourrait parler sur plein de sujets ouais, sur c'est ça. super Mais en intéressant, tout ouais. cas, c'était vraiment super, super intéressant. Tu vois, on en revient voilà, sur ce que je retiens, c'est vraiment avant, on avait un village. Maintenant, on est chacun dans notre appartement, donc oser demander de l'aide, oser demander de l'aide. Faire Et juste ce premier pas, faire juste ce premier pas de ouais, demander de l'aide et souvent on est surprise, on a beaucoup d'appréhension et en fait juste de demander, les personnes sont ravies de pouvoir donner un coup de main et ça leur donne aussi l'opportunité parce que je sais que les mères on est très dans le je donne, je donne, je donne, mais ça donne aussi l'opportunité à cette personne de nous demander de l'aide à un moment donné où elle en a besoin parce que on a montré notre vulnérabilité et à partir du moment où on le fait, cette personne aussi peut compter sur nous en retour et donc voilà, ah on bah, peut aussi ça faire crée de la ensemble. confiance, ça crée du lien de qualité complètement. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que vraiment la clé, la meilleure clé, elle n'est pas dans un livre. La meilleure clé, c'est de te demander quelle valeur tu veux incarner pour que ton enfant puisse voir ce que c'est que d'incarner cette patience, ce calme, cette empathie, etc. Et puis la troisième chose, c'est que la mère parfaite n'existe pas et que tant que tu es dans l'amour et dans l'attention pour toi et pour ton enfant, mais les deux, Ouais. bah, du coup, tu feras forcément les bonnes choses pour lui. Et on peut pas préserver son enfant de tout. Il a aussi besoin de tomber du vélo, il a besoin de s'écorcher le genou, il a besoin de pleurer, il a besoin de se tromper, il a besoin de se coincer le doigt dans la porte. C'est normal. Là, je vais tousser parce que j'ai du pollen pas loin. Oui. Je te laisse Oui, le mot voilà. de la fin. Ben, nous, on est là pour assurer la sécurité physique et émotionnelle de nos enfants, mais effectivement, ils ont leur expérience, leur propre expérience à faire, comme nous, on a eu nos propres expériences à faire, et nous, on est là pour accompagner, pour guider notre enfant, et non pas pour vivre à sa place, en fait, ses émotions, parce que souvent, ben, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est très absorbé par les émotions de notre enfant, et donc c'est super important de se rappeler qu'en fait, les émotions de notre enfant lui appartiennent, nos émotions nous appartiennent. Et en fait, nous, on est là pour guider notre enfant, pas pour faire à sa place, et que c'est très sain, en fait, et toujours de montrer le modèle qu'on a envie que nos enfants soient, et c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Super. Si on veut Mhm. te contacter, donc sur Insta, The Cool Mama Club. Est-ce- thecoolmama.club, voilà, sur point Instagram. club. C'est ça. Ok. Il y a un autre moyen de te contacter? Par email, hello@thecoolmamaclub.com. Et puis, mais sinon, sur Instagram, je réponds aux En DM. DM. Voilà, j'essaye d'être présente quand je peux, quand je suis pas en train de m'occuper de mes enfants, de moi-même et de ma grossesse. Mais carrément. Mais félicitations pour la Merci. grossesse. Merci. Merci pour cet échange et puis à très vite. À très vite, Magali, et merci beaucoup. Je t'en Une belle prie. journée.